dire. Pour le dire. 10 minutes. Tidiane Diaye, j'ai presque envie de dire, chacune de nos rencontres provoque débat, puisque la dernière fois je vous avais reçu pour un de vos livres, Les Falachas, la 13e tribu d'Israël. Comme on dit, c'est que vous avez mis le doigt là où ça fait mal, et vous recommencez d'ailleurs, non, puisque vous êtes venu avec un nouveau livre, publié toujours chez Gallimard, Continent Noir, et vous l'avez intitulé « Le génocide voilé, enquête historique sur la traite négrière ». Vous employez le terme génocide voilé. Quand j'ai lu votre livre, j'ai eu l'impression que le titre était un peu faible. Oui, faible dans l'espace et dans le temps, surtout, puisqu'on a beaucoup parlé de la traite transatlantique. Bon, mais si la traite transatlantique a été qualifiée et reconnue à juste titre comme un crime contre l'humanité, ce qu'il faut dire, c'est que celle pratiquée par les arabo-musulmans fut un véritable génocide. Parce que le sort qui était réservé, en fait, aux captifs africains apparaît aujourd'hui avec le recul comme une sorte d'extinction ethnique à terme, mais programmée par castration massive. Et on sait aujourd'hui qu'ils ont pratiquement tous disparu, en dépit des masses énormes d'Africains déportés dans les pays arabo-musulmans. Voilà pourquoi j'ai préféré utiliser le terme de génocide. Parce que si vous avez 17 millions de déportés, et que par la castration massive, vous n'avez qu'une minorité de Noirs qui a réussi à survivre en terre d'islam, alors que de l'autre côté, je parle de la traite transatlantique, vous avez aujourd'hui 70 millions d'individus qui sont descendants ou métis d'Africains qui peuplent le continent américain, des États-Unis jusqu'au Brésil, passant par les îles de la Caraïbe, alors que dans les pays arabo-musulmans, on n'en trouve plus trace. Alors vous dites d'ailleurs, qu'il serait grand temps que la génocidaire traite négrière arabo-musulmane soit examinée et versée au débat au même titre que la ponction transatlantique, parce que ça c'est un pan de l'histoire qui est quoi, méconnu, caché volontairement, occulté, qui a été volontairement, c'est sûr, et cette amnésie volontaire de la part des élites noires sur la question peut s'expliquer par le fait que beaucoup de chercheurs ont encore du mal à passer d'une vision mémorielle affective de cette histoire, évidemment pour des questions de solidarité religieuse, c'est évident, à une approche distanciée et scientifique d'une histoire qui ne traite que des faits avérés. C'est ce que j'ai voulu faire. Alors personnellement, j'ai dû croiser des variables comme les témoignages directs d'explorateurs comme Livingstone, comme Stanley ou Monseigneur Lavigerie, sans oublier aussi les témoignages directs des marchands arabes qui opéraient à partir des centres de fabrication de nuques. Et j'ai dû croiser toutes ces variables avec des travaux beaucoup plus récents d'un historien américain que vous connaissez bien, mon confrère Ralph Austin. Et il faut dire que le bilan est terrible, le bilan est terrifiant. Rien que pour le Sahara, on peut évaluer que 9 millions de captifs ont dû être transportés dans des conditions inhumaines et dont 2 millions ont péri ou alors sont restés en bordure du désert. Alors pour ce qui est de ce qu'on appelle la traite orientale, qui s'est déroulée dans les régions proches de la mer Rouge et de l'océan Indien, on évalue environ à 8 millions le nombre de victimes. Donc le bilan est lourd, puisque globalement, on arrive à un chiffre effrayant de 17 millions de morts, de déportés ou de castrés par les Arabes. C'est donc un génocide. Vous le dites d'ailleurs, vous dites on va pas faire un hit parade de ceux qui ont été les pires, mais vous, enfin, je résume. Disons qu'il n'y a pas de degré dans l'horreur, ni de monopole de la souffrance, mais la page devrait être écrite. Vous dites que pour l'Afrique noire, la traite arabo-musulmane a été bien plus dévastateur que la traite transatlantique. Oui, puisque si on se fie aux statistiques de Philippe Austin, on arrive environ entre une fourchette de 9,6 millions à 11 millions de déportés arrivés à bon port. Nous savons ce que sont les dégâts collatéraux, à savoir que pour un déporté arrivé à bon port, il y eut 3 morts, soit des guerres d'approvisionnement, de l'incendie des villages, des greniers et des épidémies qui ont suivi. Il y avait un climat qui permettait, si vous voulez, ce racisme et cette volonté d'éliminer un peuple. Parce que vous avez des érudits arabes comme Ibn Khaldoun, qui était le savant arabe le plus célèbre du XIVe siècle. Eh bien, cet homme avançait l'idée selon laquelle les Noirs appartiennent au peuple à caractère bestial. Il les traitait d'ailleurs de sous-hommes et d'anthropophages. Alors, il prétendait que les seuls peuples qui étaient adaptés à l'esclavage étaient les nègres en raison d'un degré inférieur d'humanité et que leur place était plus proche du stade animal.
Alors, devant ces inepties, il faut dire qu'aucune voix sérieuse dans le monde arabe ne s'est levée pour défendre la cause des Noirs. Parce qu'à l'inverse des philosophes de l'époque des Lumières en Europe, il faut dire que dans le monde arabe, dans leur quasi-totalité, les intellectuels étaient marginalisés sur la question. Ils avaient donc abdiqué face aux obscurantistes et autres doctrinaires de la foi. Évidemment, dans un tel contexte, l'opinion de Ibn Khaldoun et d'autres penseurs de la même mouvance faisait autorité et finissait même par être adoptée par la plupart des nations arabo-musulmanes. Ce qui explique donc que les traitements inhumains et la mutilation généralisée des captifs étaient acceptés. Et ce qui explique aujourd'hui que le résultat est qu'ils ont disparu en Turquie, en Iran, au Yémen, et j'ai pu vérifier qu'on en trouvait très peu en Arabie Saoudite et en Afrique du Nord. Et on voit qu'aujourd'hui encore ce génocide, il faut surtout ne pas trop en parler, et surtout il ne faut pas choquer le monde musulman. Il ne faut pas. Je pense que l'approche scientifique objective consiste à ne pas traiter l'histoire de deux manières. On a beaucoup parlé de la traite transatlantique. Vous, c'est ça que vous voulez, hein, vous dites ce que vous voulez dire, c'est que il y a eu la traite, qu'elle soit transatlantique ou qu'elle soit celle-là qui a été pire. Qu'elle soit arabo-musulmane. Voilà, donc il faut mettre les deux calamités sur le même, tout en gardant présent dans l'esprit que les premières victimes de cette calamité furent d'abord les Slaves, que les Marseillais et les Vénitiens allaient raser dans les territoires d'Europe centrale et orientale pour les vendre dans le monde arabo-musulman. Comme on sait, ça a duré toute l'époque carolingienne, sous les monarques saxons Henri Loiseleur et Othon Ier. Il a fallu l'émergence d'États européens puissants dans l'Europe de l'Ouest, et puis l'arrêt de l'expansion islamique aux Pyrénées pour que ça s'arrête. Et puis, vous terminez votre introduction en disant, et ce encore sous nos yeux aujourd'hui, avec son lot de massacres, avec son génocide à ciel ouvert, et là vous nous ramenez au Soudan. Au Darfour. Parce qu'en fait, on peut remonter loin, en fait, en Égypte pharaonique, où on trouve pour la première fois des hommes qui étaient soumis à une forme d'exploitation qu'on pouvait comparer à de l'esclavage. Parce que après les Hébreux, il faut se souvenir que les Égyptiens avaient aussi réduit en servitude de nombreux peuples voisins qui étaient originaires d'Éthiopie ou des régions soudano-nubiennes, comme le Darfour. Mais c'est avec l'invasion arabe, en fait, en 652, que le général et émir Abdallah Ben Saïd avait imposé au roi nubien Khalidura en 652 ce qu'on appelle le Barth. C'était un accord par lequel le roi nubien s'engageait à livrer annuellement un lot de 360 captifs bien portants et qui étaient destinés à être réduits en esclavage dans le monde arabo-musulman. Là aussi une précision, quand je dis arabo-musulman, c'est que ce Barth qui est parti du Darfour engendrera un trafic qui deviendra à la fois transaérien et oriental et allait impliquer de plus en plus de peuples et de régions qui débordaient largement l'univers arabe. Les négriers qui ont trempé étaient des Maghrébins, ils étaient des Turcs sous l'Empire ottoman ou des Iraniens. On a même trouvé des milliers de ces captifs vendus par les Arabes jusqu'en Inde, puisque le roi du Bengale en possédait près de 8000 au milieu du XVe siècle. Et comme le seul point commun entre tous ces peuples négriers était la religion, je ne peux pas ne pas employer le vocable d'arabo-musulman, mais tout cela était parti du Darfour, et aujourd'hui on en revient au Darfour. Eh bien, une chose qui vous paraîtra tellement absurde aux historiens futurs, c'est qu'au Darfour, sous nos yeux, en 2008, eh bien, on continue ce nettoyage ethnique et les instances internationales palabrent sur des questions de procédure. Merci Tidiane Ndiaye. Je rappelle que ce n'est pas un roman, c'est une enquête historique. Ça s'appelle Le génocide voilé. C'est publié chez Gallimard, Continent Noir. Et c'est un livre qui va faire débat, ça j'en suis certain. Merci beaucoup. Merci.